Cazin, donc, qui représente la DRAF, et Philippe Lassalle-Saint-Jean, président d'Interview. On a les excuses de la CRA, la Chambre régionale d'agriculture, à travers Dominique Rassier et Emmanuel Rabault, président de la commission de la CRA, qui n'ont pas pu se libérer pour ce colloque. On est très content de faire cette intervention qui reprend un peu une dynamique qu'avait l'Aquitaine à travers les créatives, les journées créatives. Et on a voulu étendre ce travail, c'est un travail sur 2 jours, à tout l'ensemble du réseau des paysans bio de la Nouvelle-Aquitaine. Hier, notre journée pour nos invités a été une journée d'échange à travers différents ateliers, des questions qui se sont posées, qui se posent aux paysans bio, qui se posent dans la question du développement, à travers la question de la réglementation, de son évolution, de la rencontre aussi avec un événement national qui justifie la présence de membres du bureau, du délégué général de la FNAB et de la présidente, qui fait actuellement un tour de table sur la question du changement d'échelle. Un tour de France, j'ai dit. Mais je suis persuadé, connaissant les voyageurs, qui font aussi le tour de la table. C'est une pirouette, je m'en excuse. Bon, merci Dominique. On verra ça à midi, mais il n'y a pas de souci là-dessus, chez nous. Donc ce Tour de France pour rencontrer les 13 nouvelles régions du réseau FNAB. Et nous sommes la 2e région visitée après hier, Pays de Loire. Et donc on demandera à Stéphanie de nous relater la démarche et qu'est-ce qu'il en est de ce questionnement autour de ce changement d'échelle. Qu'est-ce que ça implique? Un changement d'échelle qui est un concept qui a été inventé encore par le réseau FNAB, le changement d'échelle de la bio. Ensuite, on a posé quelques questions à nos invités. Ils ont donc un certain nombre de questions qui leur ont été proposées, qui recouvrent le thème de nos journées. Et les questions sont, vous les avez, mais c'est l'augmentation des surfaces et du nombre de producteurs. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que quand on a inventé au moment du Grenelle 20% de bio, est-ce que c'était quelque chose qui était irréaliste? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr? Y a-t-il une limite à l'augmentation de surface et du nombre de producteurs? On voit des augmentations de consommation exponentielles en ce qui concerne l'année 2016 de la consommation des ménages en bio. Qu'est-ce qu'il en est de la place de cette consommation dans les grandes surfaces, dans les circuits spécialisés et ou les circuits courts? On a déjà travaillé ce matin avant cette intervention là-dessus avec la FNAB. Est-ce que dans la question de la vente en GMS, un grand des moyennes surfaces, la bio peut-elle faire évoluer le modèle économique des GMS? Est-ce que c'est quelque chose qui est immuable ou est-ce que ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé au monde conventionnel? On a eu ce débat-là ce matin. Et comment peut-on garantir une juste rémunération des producteurs? L'actualité de l'agriculture biologique, c'est évidemment aussi la réglementation européenne et tout le travail qui est fait avec la FNAB et les partenaires Synabio, COP de France et APSA qui ont rencontré le ministre Le Foll pour le faire intervenir sur l'évolution de la semaine dernière, et il vient d'écrire encore à la commission. Est-ce qu'on va vers une bio à 2 vitesses? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les réactions des uns des autres pour continuer à faire exister la bio que nous avons construite? Sur la question des politiques publiques, quel accompagnement du changement d'échelle de la bio? On citait ce matin la région Nouvelle-Aquitaine comme exemplaire et peut-être la seule en France qui va maintenir ses engagements envers les paysans bio en maintien et en conversion. Je pense que la présidente nous a confirmé, je pense que c'est certainement la seule région, et on peut remercier la région et la DRAF, partenaires du développement de la bio. Qu'est-ce qui va se passer demain dans les négociations autour de la contractualisation 2017 et 2018? Comment est-ce qu'on va réussir à travailler? Quels sont les objectifs qu'on se fixera? Et à quelle hauteur les politiques publiques iront-elles jusqu'où pourront-elles aller? Et puis, parce que c'est quelque chose qui
a été concrétisé hier dans nos travaux sur l'ouverture à la société civile de nos statuts. Donc nous avons retravaillé nos statuts, notre règlement intérieur, et c'est tout frais puisque c'était hier soir tard. Et donc on communiquera évidemment nos nouveaux statuts dès qu'ils seront mis en forme. Mais quelle place pour les citoyens dans le changement d'échelle de la bio? Parce que certes, le citoyen, il est consommateur quand il va acheter les produits bio, et on le reconnaît. Il est aussi contribuable au niveau européen et français parce que c'est lui qui donne les moyens à la politique publique pour développer l'agriculture biologique. Mais il est aussi citoyen dans son activité sociale. Et c'est en ça que nous savons que la société civile, parce qu'elle approuve l'agriculture biologique à travers l'acte d'achat, a aussi une volonté de s'impliquer dans son développement pour aussi tenir les fondamentaux de l'agriculture biologique. Donc je vais passer la parole à Stéphanie dans un premier temps pour ton intervention. Merci Dominique. Donc juste peut-être réaffirmer un petit peu la réflexion qu'on a au niveau national donc, sur ce changement d'échelle de la bio. Comme tu l'as souligné, effectivement, aujourd'hui on s'en félicite. On est content de cette évolution du développement de l'agriculture biologique, que ce soit du côté de la production agricole avec 21 nouvelles fermes en conversion chaque jour, et puis évidemment l'évolution du côté de la consommation et de l'attente de ce côté-là avec un marché qui va atteindre 7 milliards d'euros fin 2016 d'après les estimations de l'agence bio. Donc c'est quelque chose que nous souhaitions, développer l'agriculture biologique partout sur le territoire au regard des enjeux forts sociétaux, de protection de l'environnement, de protection de biens communs comme l'eau, la biodiversité, etc. et puis aussi de santé publique. Donc on voit également que tous les circuits de commercialisation évoluent et ça fait partie de la spécificité de l'agriculture biologique. C'est une présence forte des circuits de distribution spécialisés et de la vente directe dans ce marché. Et cette évolution qui, on l'a vu ce matin, est même plus importante en termes de progression, que ce soit en vente directe, magasins spécialisés, progression plus importante que dans les GMS. Et on souhaite que ça continue comme ça, maintenir ce développement cohérent, parce qu'on sent que c'est un équilibre qui peut aussi être bénéfique aux producteurs. On n'a pas évoqué ce matin, mais l'évolution de la restauration hors domicile, où on peut trouver tout de même que, enfin, dans la loi, est apparu des objectifs clairs donc de 40% d'introduction de produits locaux, dont 20% de produits bio. Ça a été un débat houleux entre les deux assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale qui l'avait voté et puis le Sénat qui avait retoqué les 20% de bio en resto co. Ça vient de repasser à l'Assemblée nationale et c'est acté. Les 20% de bio seront bien figés dans la loi, ce qui est une bonne nouvelle, et les objectifs du coup sur lesquels tous les acteurs devront s'appliquer pour atteindre ces objectifs. Donc ce développement, nous, on souhaite évidemment l'accompagner. On réaffirme la nécessité d'accompagner l'ensemble des producteurs sur l'agriculture biologique. C'est des enjeux forts parce que effectivement, un certain nombre de producteurs arrivent à la bio, parfois, il faut le reconnaître, par opportunité économique. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils réussissent dans ce mode de production. C'est un enjeu fort pour nous, pour demain. Pour qu'ils restent en bio, parce qu'effectivement, on a besoin d'eux sur le long terme, et notre réseau est complètement mobilisé sur ce sujet dans toutes les régions, et on espère justement qu'il va y avoir toujours l'accompagnement des pouvoirs publics sur notamment ce qu'on appelle les crédits d'animation, pour continuer, poursuivre cet accompagnement qui demande beaucoup d'énergie de la part de nos équipes salariées. Ils sont extrêmement sollicités, on le sait, dans cette période de vague de conversion, et donc il faut qu'on avance ensemble pour la réussite de ces productrices et producteurs bio demain.
Je voudrais réaffirmer ici les valeurs fortes que l'on porte. Elles ont été réaffirmées à notre Assemblée Générale en avril dernier. Développement d'une bio cohérente, exigeante, équitable, solidaire et territorialisée. Ça s'est traduit dans l'élaboration d'une charte collective. Et évidemment, notre enjeu aujourd'hui et demain, c'est, au regard de ce changement d'échelle, comment on construit un modèle économique différent, basé sur l'équitabilité, la relocalisation des échanges, la coopération et non pas la concurrence, et puis le travail de transparence sur la construction des prix tout au long de la filière. On sait que c'est pas simple, on essaye de travailler de plus en plus avec les transformateurs et les magasins spécialisés sur ce sujet. On a rencontré récemment le Synabio, mais on a aussi interpellé les grandes surfaces. Cet été, on les a rencontrés, on leur a demandé un petit peu c'était quoi pour eux le développement de la bio et comment ils comptaient faire demain pour construire une filière, comme je l'ai dit, équitable. Les débats, tout reste à construire, on va dire, avec eux, même s'il y a des exemples concrets intéressants avec des organisations économiques de producteurs qui ont avancé sur ces thématiques. On souhaite, nous, les pousser un petit peu plus sur qu'est-ce que réellement vous proposez en garantie aux producteurs pour une rémunération dans le temps sur ce sujet-là. Sur l'apport de la réglementation européenne, effectivement, comme l'a dit Dominique, on est ultra mobilisé sur le sujet. Vous avez d'ailleurs ici Sylvie Dulon, qui est notre représentante FNAB au sein du bureau d'IFOAM Europe. Je la remercie d'ailleurs parce que c'est beaucoup d'implications. Représentante France, oui, sur le sujet, et c'est extrêmement important que finalement nous nous appliquions à l'échelle européenne sur le sujet de la réglementation, puisque c'est là-bas que ça se passe. Nous avons donc rencontré la semaine dernière Stéphane Le Foll sur ce sujet, puisqu'effectivement dans le cadre des négociations actuellement entre ce qu'on appelle les trilogues, donc entre la Commission, le Conseil et le Parlement, on voyait apparaître des évolutions fort inquiétantes effectivement de la révision de la réglementation sur trois thématiques, la thématique des seuils de désertification, la thématique du contrôle annuel et la thématique du lien au sol en production végétale. Donc nous, on a défini des lignes rouges qu'on a portées collectivement avec le Synabio, la PCA et COP de France auprès du ministre. Et ces lignes rouges, c'est dire en gros, il n'est pas question d'accepter autre chose qu'un contrôle annuel pour tous les opérateurs bio, quels qu'ils soient. Pas question d'accepter des cultures en bac, en gros. Donc il faut toujours lier la culture bio à la culture en sol réel sur roche-mère. La question des seuils de désertification, on va redire qu'effectivement aujourd'hui, dans le contexte actuel où il n'y a pas harmonisation des contrôles, il n'y a pas harmonisation des analyses, il n'y a pas l'instauration d'un principe pollueur-payeur sur l'Europe, il est extrêmement prématuré d'imposer des seuils de désertification des produits bio. Et donc, on demande à ce que la Commission travaille ces sujets avant d'imposer des seuils de désertification. Donc, sur ces trois sujets, le ministre nous a entendus et nous suit. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il a écrit à la Commission européenne en exprimant ses positions françaises et en disant qu'en gros, si ces positions n'arrivaient pas à un consensus sur ces positions-là, il y aurait un refus de la France de voter le texte. Donc on pense que pour le coup, ça va faire bouger les négociations à l'échelle européenne, puisque a priori la Commission veut quand même arriver à un compromis et à un accord. Donc ces positions françaises fortes
faut le souligner, vont nous aider à l'échelle européenne pour avancer. Tout va se passer dans les prochains jours, donc on suit ça évidemment de façon très attentive. La date limite est journée 12, il semble. Enfin, en tout cas, il va y avoir un vote du Conseil le 12. Donc on verra à ce moment-là si réellement il y a vote ou pas, ou si le processus de négociation continue sur la prochaine présidence. Voilà, et enfin, pour finir sur les discussions de construction de politique publique au regard de ce changement d'échelle de la bio, évidemment, hein, il y a toujours la thématique de l'accompagnement des producteurs. Donc l'accompagnement des producteurs, on va dire conventionnel, sur le passage en bio, donc c'est ce qu'on appelle les aides conversion, ça c'est bien, on le redit, un accompagnement des producteurs conventionnels à changer de système, et puis donc la reconnaissance des services environnementaux et sociaux de l'agriculture biologique, c'est ce qu'on a toujours porté, nous, à l'échelle nationale, sur ce qui est appelé dans le jargon gouvernemental les aides au maintien, mais nous, on voudrait appeler autrement, hein, les aides de reconnaissance des services environnementaux et sociaux. Et donc, il faut une cohérence hein, sur ces aides, on a toujours dit, une accessibilité à tous les producteurs, et puis un budget qui soit à la hauteur d'arrivée massive de producteurs et productrices. Et donc, il faut continuer à avancer, et effectivement, je soulignerai l'implication forte effectivement de la région Aquitaine et de la DRAF sur ce sujet. Nouvelle-Aquitaine, pardon, bon, à chaque fois. Excuse-moi. Et donc, il faut continuer à avancer dans cette direction pour effectivement ne pas freiner et donner de la vraie lisibilité aux producteurs. Après, se pose toujours la thématique, et j'ai interpellé le cabinet d'Unis-sur-Loup toujours sur ce sujet de paiement de ces aides qui sont effectivement très en retard sur les calendriers. Ça devient insupportable pour un certain nombre de fermes. Et on aimerait bien que l'ATR annoncée en mars soit bien plus avancée et qu'enfin on puisse avoir des trésoreries sereines sur les fermes. Voilà pour les positions nationales et l'actualité. Après on pourra en débattre au regard de ce que nos autres participants expriment. Jean-Rémy Duprat et Nicolas Hulbert de la DRAF et du cabinet d'Alain Rousset, mais c'est aussi au moment où on revient en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il est quand même important de noter que 207 000 hectares et 4 867 producteurs sont aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, et qu'en 2016, on a eu 654 producteurs supplémentaires, ce qui est un chiffre important. Alors certes, on peut le comparer à d'autres régions comme l'Occitanie, mais notre Nouvelle-Aquitaine tient sa place dans le développement. Et je pense que dans notre retour en Nouvelle-Aquitaine, je vais passer la parole à Jérôme Orvin sur l'ensemble des questions, sur ce qui a été dit et sur l'intervention de Stéphanie. La parole est à toi. Merci. Les questions, je les ai pris une par une. Alors, je vais suivre un peu la trame que vous aviez présentée. Sur l'augmentation des surfaces et des producteurs, est-ce qu'il y a des limites? Non, il n'y a pas de limite. Dans un objectif de manger sain, dans un objectif de développement des territoires, dans un objectif de qualité, d'économie locale, il n'y a pas de limite. Quand un enfant aujourd'hui, à l'école primaire ou au collège, il mange bio, à 12 ans aujourd'hui, dans 8 ans, dans 12 ans, quand il aura sa maison, qu'il fera ses courses, il ne comprendra pas qu'il ne puisse pas avoir accès à la bio. Donc aujourd'hui, à 1% de croissance par an sur l'échelle qui est là, avec des scénarios 2050, 45% de la production en bio, fondamentalement, les enfants qui mangent en bio aujourd'hui, ils voudront tous
tous avoir accès rapidement, enfin, sur une échelle de moins de 2050. Donc sur une perspective à long terme, l'augmentation des surfaces et des producteurs, elle est nécessaire. Alors après, le comment. Le comment, aujourd'hui, déjà pour la reconnaissance de l'accompagnement à l'agriculture biologique, il n'y a pas que les régions, il n'y a pas que l'État, il y a aussi les agences de l'eau, l'agence bio aujourd'hui, qui sont des nouveaux acteurs, enfin, qui ne sont pas historiquement accompagnateurs de la bio et qui aujourd'hui accompagnent des priorités sur la bio. Alors l'agence de l'eau, c'est pour avoir une haute qualité au bout du compte. Et c'est quand même une qualité. L'agriculture biologique répond à fournir une qualité de l'eau derrière. Donc il y a déjà plusieurs acteurs. Après, les critères pour l'avenir sur l'accompagnement de l'agriculture biologique, il va falloir, effectivement, sur notre région, à comparer à d'autres régions et surtout à d'autres régions d'Europe, l'organisation des acteurs sur la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, elle est, dans l'état actuel des choses, pertinente. Il y a beaucoup de régions qui n'ont pas ce fonctionnement-là, et en Europe, il y a beaucoup de régions, à part la Suisse, où il y a plus d'avancées sur le domaine de la bio, mais sur le reste de l'Union européenne, en termes de structuration des acteurs, en termes d'organisation, on est quand même en avance. La Roumanie, 50, les premiers acteurs de la bio sont nés. Donc il n'y a pas plus de 25 ans de présence et d'animation au niveau de l'organisation chez nous. Donc après, les enveloppes qu'on a aujourd'hui, elles sont suffisantes, pas suffisantes, c'est toujours la question. C'est aussi une question de plafond, et c'est aussi une question qui est-ce qu'on accompagne, à quel moment et pourquoi. Aujourd'hui, on est dans des aides liées à la production, et on parle de plus en plus, je parlais tout à l'heure de l'agence de l'eau qui accompagne l'agriculture biologique parce que ça répond à un enjeu sur l'eau. Et bien justement, comment est-ce qu'on reconnaît aux producteurs, comment est-ce que la société reconnaît le fait qu'il y ait des externalités positives de l'agriculture biologique, et que ce soit l'effet sur les sols, sur l'eau, sur les paysages, sur le climat, sur le stockage du carbone, sur les auxiliaires en agriculture, sur la nécessité des pollinisateurs, sur la biodiversité, sur l'air. C'est plein de sujets qu'on ne traite pas directement en tant que paysan. Quand on sort le matin, pour aller soigner les vaches, pour aller dans le jardin, on ne se pose pas la question qu'on agit sur tout ça. Mais aujourd'hui, l'agriculture biologique agit sur tout ça. Et justement, comment est-ce que la société reconnaît cette action-là, et pas que l'aspect de produire un produit. Produire des carottes, produire des pâtés, produire du saucisson, produire tous les aliments qui sortent de nos fermes. La question du lien avec les consommateurs. L'augmentation des consommateurs, effectivement, il est nécessaire pour pouvoir consommer les produits. Aujourd'hui, l'étude qui a été présentée, je ne sais plus à quelle réunion, aujourd'hui les consommateurs en bio, de 40%, les nouveaux consommateurs à bio, 40% achètent bio, pas parce que le produit est bio, mais parce que le produit favorise une qualité de l'environnement. C'était à l'AG du Cinabio à Bordeaux, début octobre, fin septembre. Donc effectivement, il faut renforcer, consolider, accentuer le lien producteur-consommateur.
Et face au système de la grande distribution et face au système des appels d'offres, il n'y a que le lien consommateur-producteur pour permettre de faire ce lien. Éviter les crises sanitaires, éviter les crises économiques, éviter une confiance entre le producteur et le consommateur. Et pour favoriser la relocalisation, effectivement, il faut revoir le système des appels d'offres des collectivités publiques pour permettre de manger local. Parce que si manger local, moi j'avais participé à un échange entre des territoires de Bretagne, du Limousin, sur ces questions-là. Et en Bretagne, l'industrie agroalimentaire est tellement importante qu'elle prend très vite le pas sur la production locale. Et donc, qu'est-ce que la production locale? La première année, la commune sur laquelle on avait été, ils ont pris les producteurs de la commune. La deuxième année aussi. La troisième année, eh ben, il y a un producteur local, régional, qui s'est positionné et qui a eu le marché. Mais du coup, ni la commune, ni le producteur n'avaient prévu de ce lien très local. Et puis après, une fois que le régional il a fait pas, après c'est un outil national qui prend pas. Donc le système des appels d'offres, pour les producteurs, il n'est pas pertinent parce qu'il n'est pas rassurant sur le fait de pouvoir écouler sa marchandise. Donc sur le lien consommateur-producteur, il y a des choses à travailler pour refaire ce lien. Les grandes surfaces aujourd'hui, elles peuvent faire du bio et du commerce équitable très très rapidement. Peut-être que Philippe en parlera tout à l'heure, mais sur les sirops, sur les sirops, voilà, aujourd'hui, il y a des grosses boîtes qui sont capables de faire mieux que les sirops mono très rapidement. Donc et après le mieux, voilà, qu'est-ce que le mieux en termes d'équitabilité? Voilà, rémunérer le producteur à un juste prix, on peut être vite satisfait. Mais une grande surface, même si elle va peut-être pas prendre de marge sur ce produit-là, ou très peu, 10%, de toute façon ça reste une grande surface et sur d'autres produits elle prendra 50% de marge. Donc le système économique de la bio, de l'accompagnement et de ce qu'on met en place et des liens que chaque producteur met avec les consommateurs, répond ou pas à la rémunération et à la satisfaction de chacun. Sur les politiques publiques, changement d'échelle, au niveau de notre région, vous vous êtes organisé assez vite avec la fusion des 3 régions en structure régionale. Donc Interbio, aujourd'hui, nous au niveau régional, au niveau des GAB, les chambres au niveau des chambres. Et donc les 3 acteurs principaux d'Abio aujourd'hui sont structurés au niveau régional. Et donc pour la région et pour moi en arrivant à la délégation l'agriculture biologique, c'était en lien avec la DRAF, c'était de dire, mais aujourd'hui, vu comment vous êtes structuré, vous êtes en capacité de proposer vous-même le plan Ambition Bio. Et de la part de la région, de la part de la DRAF, c'est un sacré défi de demander aux acteurs de l'écrire à la place des politiques ou de l'administration. Et c'est là où vous avez joué le jeu tous, et même vous avez été plus loin en demandant à 100 acteurs de la région de dire ce que chacun pourrait faire. Donc on arrivera, donc la prochaine commission bio n'aura pas lieu le 16 décembre mais le 16 janvier. Et j'espère que le 16 janvier, on aboutira à ce plan Ambition Bio à partir de toutes ces propositions-là. Et c'est une démarche qui a été mise en place, qui effectivement est à concerter entre nous tous, mais elle va bien dans le sens de mettre tout le monde au boulot, en disant qu'est-ce que chacun peut faire pour justement aller dans cette dimension de l'agriculture, développer l'agriculture biologique. Chacun, du coup, à sa place.
participe aussi donc, avec Interbio et la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, à un échange européen avec 8 régions d'Europe. C'est un échange sur l'entrée économique et aujourd'hui on demande donc l'Europe demande à 8 régions d'Europe de travailler ensemble et de réfléchir à la réalité, d'abord à une définition de la réalité de ces 8 régions en Europe. Donc comme je disais tout à l'heure, entre la Roumanie et nous, il y a une sacrée différence. Faire l'état des lieux. En 2018, 2019, 2020, expérimenter sur ces régions-là un type d'accompagnement d'agriculture biologique. En quoi l'économie de la bio apporte dans les régions. Pour après, peut-être, ces expérimentations-là servent à une construction des politiques bio-européennes. Et aujourd'hui, il y a eu deux territoires, deux régions où on est allé. Il en reste 6 à faire, mais c'est clair que sur toutes les régions, il y a un consensus qui commence à pointer, c'est de reconnaître l'externalité de l'agriculture biologique. Et le premier, c'est l'emploi. Parce que parler d'agriculture biologique, changer les pratiques agricoles, dès que je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui n'aient pas créé de l'emploi sur son exploitation. Et hier matin, j'étais avec le préfet de la Haute-Vienne visiter une ferme où 10 personnes se sont installées en GAEC sur 80 hectares. Donc avant c'était 80 hectares, un seul exploitant, élevage de vaches. Et aujourd'hui 10 exploitants, donc ils commencent leur 2e année de conversion. Et ils sont 10 à vivre sur la même surface. Et du coup, ils n'ont pas refait la même chose qu'avant, puisque il n'y avait qu'un revenu. Aujourd'hui, il y a un paysan boulanger. Alors, je sais, j'ai pas eu le temps de faire toute la visite hier matin, mais il y a maraîchage, ils vendent des légumes, boulanger, donc paysan boulanger, brasserie, donc orge, houblon, donc fabrication de la bière, élevage, vache laitière, transformation du lait dans du fromage. Il doit y avoir encore d'autres entrées que j'ai pas eu le temps de voir hier matin. Et voilà, c'est comment, à partir d'un outil, on peut créer de l'emploi localement. Et en relocalisant la production, la transformation, la valorisation. Et c'est là où certainement beaucoup d'entre nous, parce que moi je suis aussi paysan dans le département de la Creuse, donc je me mets dans le paquet, on est dans cette dynamique-là. Et il faut le reconnaître parce que pour toute entreprise, passer de 1 à 2 emplois, on double. Passer de 2 à 4, on double. Passer de 3 à 6, on double. Et donc l'accompagnement d'une entreprise, mais même d'une association, d'une structure, quand on monte des paliers comme ça, il y a toujours des paliers qui sont difficiles à monter. Donc heureusement qu'on est nos propres patrons parce qu'on peut accepter la première, la deuxième, la troisième année de ne pas avoir le salaire qu'aurait un salarié. Mais petit à petit, ça augmente. Et un accompagnement de l'emploi me semblerait pertinent. Et la région Limousin, d'ailleurs, l'avait déjà fait sur intitulé d'un côté parrainage, donc plutôt pour des stagiaires en vue de reprendre l'exploitation, ou adjoint d'exploitant, pour permettre à un moment donné d'aider au salaire la première année ou les 2 premières années en vue d'une installation, d'une association ou d'une reprise derrière. Donc c'est aussi des outils qui peuvent être mis en place, ici ou ailleurs, sur cette dynamique-là. Les outils, les métiers. Aujourd'hui, pour un paysan, vendre des betteraves, pour un consommateur, il ne faut pas la vendre crue, il faut la vendre cuite. Donc, du coup, c'est qui cuit la betterave? Est-ce que c'est le paysan qui crée un atelier pour cuire la betterave? Est-ce que c'est un atelier qui se crée collectif à plusieurs maraîchers pour
préparer les betteraves? Est-ce que c'est la cantine qui s'équipe pour accueillir, pour reprendre des légumes et qui a besoin d'une laverie, etc. Donc voilà, c'est à qui de fournir l'outil. Donc la betterave, c'est qu'un exemple, mais on peut le faire pour tous les outils, pour la viande. Le sud de la Charente-Maritime qui réintègre les moutons sur l'estuaire de la Gironde pour valoriser les marais, les marécages, les berges. Aujourd'hui, elle a réintégré l'élevage d'ovins, mais elle ne sait pas comment valoriser ces ovins, parce qu'il n'y a pas d'outil de transformation locale. Il n'y a pas de marque en face. Donc du coup, comment on fait? Donc les territoires se posent la question. Donc c'est encore un exemple pour dire, ben voilà où il y a aussi des choses à faire sur la politique, sur le changement d'échelle. C'est de permettre à tous les territoires de développer des outils qui vont relocaliser de l'emploi, qui vont relocaliser des métiers. Le métier de boucher, le métier de fromager, le métier de vendeur, le métier de commercial, le métier... les nouveaux métiers, on est beaucoup à faire tout ça, mais c'est aussi différentes compétences qu'on acquiert au fur et à mesure. Mais au bout du compte, c'est une somme d'emplois créée sur un territoire. Avec le parc naturel régional de Mille Vaches, moi je suis sur les questions agricoles, voilà, il y a du sarrasin historiquement qui était produit localement, mais voilà, sur le territoire aujourd'hui, on a du sarrasin produit à 900 mètres d'altitude qui vient très bien, mais on n'a pas les outils de séchage, on n'a pas les outils de transformation, donc du coup ça sort du territoire pour être transformé quand c'est pas perdu parce qu'on n'a pas été assez vite pour le transporter. Donc voilà, il faut recréer une filière, recréer des outils, et ça, ben, il n'y a que les acteurs, les paysans, les groupements, les outils de développement qui peuvent accompagner ce type de développement. Et là, ben, c'est les territoires. Alors là c'est le parc naturel régional, mais sur d'autres, c'est l'agglomération, sur d'autres, c'est la communauté de communes, qui sont en capacité de structurer les acteurs et de trouver l'ingénierie et financière et technique pour monter les projets. Donc ça aussi, c'est des nouvelles perspectives dans le cadre de la loi NOTRe aussi sur les compétences des collectivités, c'est-à-dire que vous n'aurez plus forcément demain à venir chercher des financements directement à la région, mais d'aller les chercher directement dans les territoires. Parce que le territoire, on va d'abord contractualiser avec la région, avec l'État, parce qu'ils ont la même compétence et du coup, un territoire qui voudra développer son économie locale, elle accompagnera des structures qui veulent aider sur son territoire à accompagner le développement des productions. Je finirai par le métier de paysan, c'est le mien, c'est le vôtre. Le métier de paysan, c'est d'abord être habitant du pays. Le paysan, c'est l'habitant du pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est celui qui habite, qui travaille, qui vit sur le territoire, mais pas uniquement sur un espace donné. Il vit en corrélation avec tout ce qu'il y a autour de lui. Le sens du mot paysan. Et par la production, par la planification, par les circuits courts, par la vente directe, par le fait de travailler avec d'autres acteurs sur le territoire, alors en climat, différents outils qui existent, on fait vivre un métier, on fait porter le métier, on fait vivre toute une vie sur un territoire, et du coup on reste connecté à son territoire. Voilà, je ne donne pas, à travers tout ça, de réponse précise sur les enjeux des aides à la conversion, des aides au maintien, parce que tout ça, il faut qu'on travaille ensemble sur l'accompagnement des structures, etc. Et pour moi, ce ne seront que des outils au service de tout ça. Voilà. Merci Jérôme, et je pense que ce qui est important aussi, et dans ton rôle et dans ton engagement, c'est cette vision qu'on peut porter. Après, tu as raison, c'est-à-dire que les outils d'accompagnement des politiques publiques ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller, et si on peut y aller ensemble,
ça sera encore plus fort. Je voulais passer la parole à Madame Cazin, donc de la... Poitiers. Donc, l'administration n'a pas vocation à répondre à toutes les questions, hein, en tout cas de la table ronde, bien évidemment. Donc, je vais plutôt faire un focus, et comme vous attendez bien sûr, sur les aides. Rappelez évidemment que donc la conversion et le maintien de l'agriculture biologique est bien entendu une priorité du ministre de l'Agriculture. Je rappelle effectivement qu'il avait donc un plan, ce qu'on appelle le plan Ambition Bio 2017, dans lequel d'ailleurs en termes de surface, l'objectif, en tout cas pour 2017, le souhait effectivement c'est d'arriver à 8% effectivement de surface agricole utile, donc au niveau national, et qu'on a encore de la marge, puisque si on fait un petit focus sur notre région Nouvelle-Aquitaine, pour la campagne 2015, puisqu'on n'a pas les chiffres, je pense, de 2016, on est actuellement à 4,2% effectivement de SAU en bio, effectivement, en région Nouvelle-Aquitaine, ce qui laisse effectivement jusqu'à 2017 encore, je veux dire, de la progression possible. Et bien entendu, c'était un objectif 2017 qui ensuite, on imagine, effectivement, pour aller au-delà. En termes d'accompagnement, c'est vrai que là, je soulignerai quand même que l'État est le premier contributeur, effectivement, de soutien financier à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique, puisque donc pour la filière bio, donc en ce qui concerne l'année 2015, donc l'État effectivement a apporté en région Nouvelle-Aquitaine donc 18,5 millions d'euros. Donc ils sont bien entendu effectivement mis donc, sur le FEADER et donc amènent évidemment donc, des fonds européens qui permettent d'arriver donc à une enveloppe importante pour la région qui est au total en fait de 94,8 millions d'euros, sachant que là-dedans vous avez du FEADER, une grosse part d'État, donc de la région, et donc les deux agences en fait de l'eau, Adour-Garonne et Loire-Bretagne, qui contribuent également donc à la conversion bio. Sur l'année 2016, il est vrai que nous avions partagé un peu vos inquiétudes, puisque vous voyez effectivement donc, une augmentation très claire en fait, du nombre de conversions bio, et pour autant, en début d'année, les finances annoncées par le ministre étaient inquiétantes, puisqu'elles ne permettaient pas, en tout cas nous, de répondre aux estimations faites. Mais donc, mi-novembre, le ministre, effectivement, devant l'engouement des mesures MAEC et en fait, des conversions bio, a rajouté donc, une enveloppe de 50 millions d'euros. Et sur ces 50 millions d'euros, donc nous, région Nouvelle-Aquitaine, nous allons bénéficier donc, de 11 millions supplémentaires, ce qui amène à une enveloppe totale de 20 millions pour les MAEC et le bio, ce qui, très clairement, là maintenant ne nous inquiète plus, le sourire est un peu revenu chez nous, puisque ça devrait effectivement couvrir les estimations, évidemment on est toujours à l'estimation, mais couvrir les estimations faites à la fois effectivement sur ces mesures, donc agro-environnementales et climatiques, et donc tout ce qui est filière bio. Donc voilà, si ça peut effectivement vous rassurer, en tout cas l'argent est là, les finances sont là. Après je ne vais pas commenter effectivement les instructions de dossier, Madame Pajot l'a très bien dit, a interpellé effectivement le ministre. On a du retard effectivement sur les instructions. On le déplore tout comme vous. Hein. On est bien conscient effectivement que ça entraîne des difficultés pour toutes les exploitations. Sachez en tout cas que toutes les DDT sont là pour faire leur maximum pour avancer en fait dans les dossiers. Mais voilà, ça n'est facile en fait pour personne. Et de toute façon, quand on n'a pas l'outil d'instruction, malheureusement, on ne peut pas avancer. Donc oui, c'est vrai que la finalisation en fait, des mesures 2015 auront lieu normalement probablement en février 2017. Voilà. Et il n'y a pas de calendrier pour l'instant pour les mesures en fait, de 2016. Voilà ce que je voulais apporter comme précision effectivement sur les finances en tout cas et sur le soutien financier qu'apporte l'État. Merci. Merci, Madame Cazin. Sur les banques. Merci, Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si elle amène tout le monde, mais je suis ravi de votre invitation et de venir à cette table ce matin, d'autant plus que vous parlez de cette nouvelle Aquitaine, des objectifs qu'on s'est fixés
et qu'on se fixe collectivement en se voyant de plus en plus souvent et en se croisant et en étant ensemble réunis aujourd'hui, toutes familles confondues au sein de l'Interpro. Et ça, le président que je suis, je m'en félicite. Je vais revenir sur cette question et ton interpellation, Dominique, sachant que je ne suis certainement pas, en tant que président, le mieux placé, parce que je suis venu dans la bio il y a 20 ans, et donc aujourd'hui je fais 2% de mon chiffre d'affaires avec la GMS. Et encore, je fais 2% parfois sans le vouloir, parce que c'est des grossistes bio qui me revendent en grande distribution. Alors je vais essayer de me placer après au niveau du président que je suis et aussi de l'élu CCI Nouvelle-Aquitaine, où là je côtoie des distributeurs et c'est amusant parce que hier soir j'étais avec le président de la fédération des distributeurs qui me disait qu'il avait eu une rencontre avec le monde coopératif en lui disant que les clients de la GMS demandaient de plus en plus de produits bio mais locaux. Je ne sais pas si je dois donner la réponse au micro qui lui a été faite. Je la donnerai plutôt à table. Le micro. Ouais. En tout cas, elle ne va pas dans le sens que tu attends ou que vous attendez ou que nous attendons. Donc, il est évident qu'il va falloir qu'on prenne en charge ça avec nos modestes moyens. Parce que si je reprends les questions qui étaient posées ce matin, la limite. La limite, alors évidemment, moi je me sens 100% bio et je considère qu'il n'y a pas de limite. Par contre, si je veux être cohérent avec la nation aujourd'hui et les gens qui m'interpellent, j'ai l'impression qu'il faut plutôt se fixer des objectifs qui soient atteignables de manière collective. Et si je vois la Suède et l'Autriche aujourd'hui qui sont des marchés qui sont à hauteur de 20%, quand nous on est donc, on va dire en moyenne à 5, 20%, c'est pas la limite. Alors hein, je le redis, c'est pas la limite, mais pour arriver au 100%, il va falloir peut-être utiliser d'autres moyens pour que des gens se convertissent, parce qu'il y en a manifestement qui n'en ont pas du tout envie. Donc 20%, ça serait, je pense, un objectif qu'on pourrait se fixer collectivement avec nos partenaires, et après on parlerait budget. Après, au-delà de ça, c'est le consommateur qui va décider, comme toujours, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le consommateur qui contraint certains qui ne sont pas encore certains des avantages de l'agriculture biologique à se mettre ou dans la production ou dans la distribution de produits bio. Donc c'est le consommateur qui détient vraiment avec son acte d'achat cette volonté de pouvoir dépasser les limites. Et il faut pour cela qu'il ait confiance, le consommateur, dans la réglementation, que cette réglementation des produits bio reste intacte. Avant-hier soir sur France Bleu Gironde, il y avait une émission sur la bio. Quand j'entends des consommateurs qui appellent, bon, ceux qui sont convaincus sûrement n'ont pas le temps, mais alors ceux qui dégomment la bio, aujourd'hui je crois que ça exacerbe encore plus leur volonté de contester. On sait bien, pour exister, il faut quand même être visible et donc il faut en embêter certains. En tout cas, pour arriver au niveau d'une progression la plus forte possible, il faudra obligatoirement structurer la filière de l'amont à l'aval. C'est un rôle essentiel pour atteindre cet objectif. C'est d'ailleurs ce qui pêche aujourd'hui quand on regarde le marché de l'Allemagne au niveau du développement de la production. Cette augmentation donc, de consommation des ménages, alors grande surface, circuits spécialisés, circuits courts, il est évident que, même président de l'Interpro, ce qui compte avant tout, c'est la rémunération des producteurs, c'est la rémunération des entreprises, parce que celles que je visite se plaignent également de la pression de leurs clients. Et donc,
obligatoirement, là aussi, une construction de filière pérenne. Il faut que les produits bio soient tout de même disponibles dans le maximum d'endroits. Donc si on est à Senon, il y a un Biocoop, mais en face du Biocoop, il y a un énorme grand magasin, et il se doit effectivement d'avoir au niveau du consommateur qui vient dans ce magasin des produits bio pour pouvoir lui donner une alternative cohérente pour sa santé et celle de ses enfants. Par contre, je pense que, et j'en suis un exemple, hein, en arrivant dans l'industrie agroalimentaire et en basculant en bio, ça peut changer des modes de consommation. On peut voir de manière différente les choses, et donc il faut laisser la possibilité aux consommateurs de se sentir mieux ou dans un magasin spécialisé, ou directement à la ferme en circuit court, ou alors dans son grand magasin où il a l'habitude d'aller. Globalement, je pense que le marché bio français va devenir certainement le premier marché bio européen d'ici 1 an, voire 2 ans. Et donc il faut garder cette émulation actuelle entre les différents circuits de distribution. Alors sur le modèle économique de la GMS, moi j'aime bien voir le verre rempli à moitié dans le verre, quitte à le boire de suite. Mais bon, j'y crois pas trop. Parce que la revalorisation que nous sommes arrivés à faire dans les circuits spécialisés, avec en face de nous aujourd'hui des gens convaincus du bienfait de cette production de l'agriculture biologique, ce n'est pas le cas quand même de ceux qui parlent prix en priorité. Et encore là je suis gentil parce que tu as parlé de mon métier premier, des sirops, mais il y a un très gros distributeur qui est mon plus gros client, qui est ravi de savoir que la grenadine elle est équitable, qu'elle est fabriquée avec de l'électricité de chez Enercoop, parce que Gros Saint-Louis me fait peur depuis ma naissance. Ben, ça n'a pas gêné pour référencer le 2e fabricant de sirop français, et qui va être donc proposé à côté de mes produits, qui est le même qui fait chez Carrefour, avec une bouteille qui est la même que moi. Bon. Donc, dans un monde magnifique, il y a parfois aussi des dégâts collatéraux, et je garde la lettre d'un de mes amis faucheurs volontaires qui s'est fait virer de cette même enseigne dernièrement. Donc la prochaine fois que Claude Gruffat vient visiter Darwin, je lui rappellerai que c'est pas à partir de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il faut commencer à laisser les rênes à des gens qui parlent de stratégie, de prix, parce que voilà, ça va enfin on sait où ça mène. Voilà. Donc moi, je veux bien vous préparer des grandes réunions comme aujourd'hui, avec les distributeurs. Il y a une attente régionale. Alors si jamais, dans 5 ans, on se revoit et qu'on arrive à vendre de manière équitable dans les grandes surfaces, ben vraiment, chapeau, on aura réussi. Et je croirais vraiment dans tous les hommes. Mais enfin voilà, et je vous le dis en tant que président de l'Interpro, puisqu'on a quand même une charte d'appartenance à notre interprofession, et qu'il y a certains qui ne renouvellent pas leur adhésion quand ils trouvent qu'on va peut-être un peu trop loin, et que la liberté du marché fait qu'il y a une liberté et également de prix. Voilà. Bon, sur la réglementation, la bio à 2 vitesses, je suis entièrement d'accord avec Stéphanie. J'ai le sentiment qu'on va vers une bio potentiellement plus laxiste, notamment sur ce problème des contrôles. Et puis, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, un agriculteur bio, 94% des terres qui sont autour de lui, elles sont conventionnelles. Et donc, il
faut pas qu'il y ait de politique discriminante vis-à-vis des pesticides qui émanent des conventionnels. Voilà. Après, le vrai combat consiste à ce que la réglementation bio se démarque systématiquement et régulièrement, de telle manière à ce qu'on puisse mettre en avant, au-delà de la réglementation, ce qu'apporte la bio. Donc il faut vraiment travailler systématiquement sur l'éthique qui nous réunit, sur les relations humaines, sur notre rôle, tout ce qu'on appelle les externalités positives, sur le rôle positif, sur la politique de l'eau. Voilà, parce que bientôt, j'entends bien qu'on va trouver des produits conventionnels sans pesticides hors sol. Donc il faut vraiment là-dessus travailler à ce que cette réglementation se démarque des futures réglementations de production environnementale qui vont arriver. Donc, sur la politique publique, bon, tout a été dit. Donc, contrairement à d'autres régions, je me félicite vraiment que la Nouvelle-Aquitaine ne réduise pas son enveloppe à la bio et garde ainsi les équilibres professionnels. On est arrivé à se structurer. Je crois qu'il faut peut-être qu'on communique de notre exemple pour que les autres régions en fassent de même. Sinon, on se sentira vite seul. Et je pense que le comité régional bio, Jérôme, est vraiment une bonne chose dans cette interaction entre les pouvoirs publics et les représentants professionnels. Enfin, la société civile, alors quelle place des citoyens dans le changement d'échelle de la bio? Là-dessus, pour ceux qui en 2005 avaient l'idée de récupérer une caserne pour en faire autre chose, j'avoue que la société civile, elle s'en est emparée au-delà de ce que je pensais. Bon, c'est effectivement aux citoyens de s'emparer de ce qu'est de la bio, mais au-delà du seul acte d'achat, il doit promouvoir absolument localement cette agriculture. Il faut que lui aussi prenne conscience, vraiment quand il achète un produit bio, de toutes ces externalités positives. Et il faut qu'il nous aide, certainement, pour une bio plus locale au niveau de toutes les grandes régions, les nouvelles grandes régions, et notamment en le faisant à ce moment-là participer sur tous les projets de restauration collective, parce que je pense que c'est ce qui le touche beaucoup plus au quotidien. Il y a aussi la restauration commerciale, mais elle est dans la main aujourd'hui de grands leaders qui nous questionnent. Je pense que quand ils vont voir nos tarifs, ils vont arrêter de nous questionner, mais bon, c'est pareil, on peut rester positif. Donc au niveau du citoyen, voilà, de quel citoyen on parle et quelle est sa représentativité, dans le sens comment est-il représenté, qui est le citoyen à qui on parle. Dans la restauration collective, j'ai pris cet exemple parce que ce sont des parents d'élèves qui viennent avec des certitudes que la bio c'est pas possible. Alors c'est là où je me félicite dans le projet de loi de finances de ce qui est passé et qu'on attendait. Donc, par contre, je croyais qu'il y avait encore un aller-retour. On est certain que c'est définitif. Bon, mais alors, voilà, là c'est vraiment super. Et ça, rien que ça va quand même donner beaucoup de travail au niveau de la structuration. Et ça va à ce moment-là faire revenir autour de la table des grands acteurs de la restauration. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Philippe et merci à chacun. D'ailleurs, sur ce projet de loi, député de Dordogne de Nouvelle-Aquitaine est massacré au Sénat par un sénateur du Lot-et-Garonne de Nouvelle-Aquitaine. Comme quoi, tout est présent chez nous. Qui est présent aux remises de territoire bio engagé. Voilà. Et qui a un autre discours.
qui tient un autre discours, mais quand il était là-haut, peut-être était-il sous influence momentanée. Toujours est-il que c'est lui qui a été à l'origine de cette contestation qui a fait perdre du temps, mais qui, au regard, a rendu encore plus fort l'engagement de Brigitte Allain à travers la loi de Brigitte Allain et de l'Assemblée nationale. Parce que si c'était passé au premier tour, on aurait dit, bon, c'est la continuité logique. Aujourd'hui, l'affirmation par l'Assemblée nationale et le ministre et le gouvernement de cette nécessité-là a renforcé encore le crédit de cette affirmation de 20% de restauration de bio dans la restauration collective. Je remercie chacun des intervenants. Je vais proposer à mes collègues et aux personnes présentes de profiter d'un quart d'heure pour un certain nombre de questions. On va essayer de les structurer parce qu'on voudrait manger à 12h30 à peu près. On peut le faire, donc on va essayer de le faire. Bio, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même le travail que vient de sortir l'ITAB sur le sujet, hein, l'étude qui a été menée par l'ITAB depuis un an et qui vient de sortir et qui donc réaffirme l'intérêt de l'agriculture biologique sur un certain nombre de critères, notamment effectivement la thématique de l'eau, donc ça a été largement souligné. Et donc il y a un début de chiffrage en fait, hein, de rémunération de ces services environnementaux, mais ça reste incomplet et ils ont du mal à tout évaluer. Par contre, ce travail-là, nous, on va se saisir pour le porter à l'échelle européenne dans le cadre de la négociation de la nouvelle politique agricole commune. Il faut savoir que donc, Laurent Moinet, chez nous, et un certain nombre d'autres producteurs sont investis dans ce qu'on appelle le Farmers Sector Group, donc le groupe des producteurs et productrices bio à l'échelle européenne. Et ce groupe travaille sur l'évolution de la future PAC et qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, dans la future PAC pour la reconnaissance des services environnementaux et sociaux de la bio. Et ce travail français va nous aider à l'échelle européenne. Donc voilà, je tenais à le souligner parce que ça fait partie des travaux qu'on mène, des choses qu'on a poussées auprès du cabinet pour que ça se mette en place. Le ministre a suivi, il a financé cette étude, on sort l'étude, il reste encore des incertitudes, mais au moins on avance. Alors peut-être pas assez vite, mais en tout cas on avance. Voilà. Sur la question de l'eau, je voulais remercier la présence de Delphine Espalieu de l'Agence de l'eau et de Séverine Dorisnon du programme Ressources. Voilà, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc Delphine Espalieu, agence de l'eau à Dour-Garonne, je représente l'agence aujourd'hui à cette table ronde. Je voulais vous remercier pour votre invitation et puis voilà, hein, la richesse des débats qu'il y a eu, enfin la richesse des participations qu'il y a eu lors de cette table ronde. Je voulais rappeler juste que nous, effectivement, la bio, on la soutient parce que pour la qualité de l'eau, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Hein, la bio, c'est le mieux pour la qualité de l'eau. Donc en 2015, là, on est autour de 8-9 millions d'euros d'aide sur la Nouvelle-Aquitaine pour les conversions et le maintien des agriculteurs bio. Donc on continuera dans cette veine pour les années 2016 et 2017 qu'on est en train de regarder avec la nouvelle région, hein, et puis la BRAC sur les plans de financement. Et je voulais aussi rappeler qu'on a aussi des aides pour la construction de filières, notamment là, pour structurer les filières, vous en avez parlé beaucoup ce matin. Nous, on intervient aussi pour vous appuyer dans la construction de filières, donc n'hésitez pas, c'est une ligne agence qui est encore peu utilisée, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de projets, et puis il faut des porteurs, hein, on en parlait aussi, les communautés de communes, les syndicats d'eau dans le cadre des bassins d'alimentation de captage ressources peuvent être des porteurs qui peuvent vous aider pour construire ces filières-là. Donc voilà, je voulais vous rappeler cette possibilité-là et qui pour nous est importante aussi. Voilà, puis enfin, rappelez pour nous que la bio, c'est le plus important, mais en particulier sur nos territoires prioritaires, qui sont les bassins d'alimentation de captage avec des prélèvements pour l'eau potable,
Alors sur l'ex-région Poitou-Charentes, on a un programme régional qui s'est monté, qui a fait ses preuves. On espère et on est prêt à vous aider pour que ce programme puisse être agrandi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc je le rappelle ici. Et la bio a toute sa place dans ces territoires-là qui sont pour nous les plus importants. Voilà, merci. Merci bien.